Monde. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de l'appel à projet Implement IT for Circularity qui vient d'être ouvert tout récemment à la fin juin, qui sera ouvert jusqu'au 15 septembre. Mais avant de rentrer dans tous les détails des modalités de l'appel à projet, etc., on a préparé un petit programme du jour. Donc d'abord, il y aura une petite intervention de France Leclerc du SPOE qui va nous expliquer un peu, enfin, faire un petit rappel de l'économie circulaire et de la stratégie circulaire Wallonia. Ensuite, l'Infopole Cluster TIC, représenté par Céline Parente, nous présentera un tour d'horizon des solutions numériques et applications qui sont pertinentes pour l'économie circulaire. Ensuite, je présenterai l'appel à projet, ses modalités, qui, comment, pourquoi participer, etc. Et puis, toujours pour inspirer les entreprises parmi vous, on aura 2 témoignages d'entreprises qui ont été lauréates l'année passée pour la première édition de cet appel à projet. Ils sont SIA Architects, donc ce sera Grégorio Sora qui prendra la parole pour ce projet-là, et Flexi d'énergie avec Pierre-Henri Grèce qui présentera le deuxième projet. Voilà, et on terminera par une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra si on sait déjà dans le chat. Et sinon, à la fin, il y a normalement un échange de 10 à 15 minutes qui est prévu pour toutes vos questions sur l'appel à projet ou aux autres orateurs. Voilà. Merci. J'en profite également pour vous dire que cette réunion est enregistrée, donc pour permettre la rediffusion du webinaire et que les absents puissent aussi rattraper un petit peu toutes les informations et trouver réponse à leurs questions. Je vous prierai de bien vouloir couper vos caméras et vos micros quand les orateurs sont en train de parler. Et puis à la fin, bien évidemment, je vous inviterai à les rallumer au moment de questions-réponses, donc en fin de séance, vers 11h50. Merci à tous. Donc, je vais maintenant laisser la parole à France Leclerc du SPOE. Je remercie d'ailleurs déjà tous les orateurs qui ont participé à l'organisation aussi de ce webinaire. Et je laisse la parole à France pour la présentation de l'économie circulaire et de Circular Volume. Voilà. Merci beaucoup Louise. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme Louise l'a dit, je m'appelle France Leclerc et je travaille au service public de Wallonie au sein de la cellule de la stratégie en économie circulaire de la région qui s'appelle donc Circular Wallonia. Je vais rapidement vous donner une brève introduction sur l'économie circulaire en général, la stratégie et aussi le lien avec le digital en 5 minutes top chrono. Donc comme vous le voyez sur ce slide, la stratégie Circular Wallonia a été approuvée en 2021. Elle est financée principalement par le ministre de l'économie, le ministre Borsu, et a donc comme public cible principal les entreprises de la région wallonne. Cette stratégie se focalise sur 7 chaînes de valeur prioritaires. On parle ici en chaîne de valeur afin d'englober l'entièreté des processus de production et de consommation, ce qui est clé en économie circulaire. 7 domaines également qui ont été décidés en fait sur base des forces wallonnes, mais aussi de l'agenda européen. Et donc, pour rappel, cet appel Digital for Circular Wallonia est ouvert à toutes les entreprises de ces 7 secteurs, donc qui sont la construction, l'eau, le textile, l'alimentation, la métallurgie et ce compris également les batteries et les métaux rares, le secteur du plastique et enfin le secteur du biobasé qui est perçu comme une chaîne de valeur transversale aussi aux autres. Donc, tout au long de cette stratégie également, nous retrouvons comme catalyseur clé l'innovation, qui est effectivement primordiale pour repenser notre mode de production et de consommation. Et les technologies numériques, on le voit et on le verra dans quelques instants avec les exemples des lauréats du premier appel, ces technologies numériques innovantes peuvent aider à tendre vers plus de circularité. Et c'est pourquoi un des axes de la stratégie se focalise notamment sur le digital. Et nous avons créé aussi, avec l'Agence du numérique et Louise, un nouveau programme au croisement de ces 2 thématiques, donc le digital et le circulaire, qui s'appelle Digital for Circular Wallonia. Et ce programme propose notamment des appels à projets comme celui-ci, qui sont clés pour le déploiement de l'économie circulaire dans la région. Donc l'économie circulaire, venons-en. Louise, tu peux passer au slide juste après. Merci. Donc, vous le savez peut-être, il existe une multitude de définitions pour expliquer ce que c'est l'économie circulaire. Et nous nous sommes calqués sur celle de la Commission européenne qui résonne avec cette idée au cœur du concept qui est de conserver la valeur d'un produit et des matières le plus longtemps possible. J'ai rajouté le petit schéma sur la droite que je trouve qu'il est assez parlant.
Quand on parle d'économie circulaire, on pense souvent au recyclage et c'est normal, c'est une réalité dans notre économie actuelle en région wallonne. Mais ça nous permet aussi de pousser un peu plus la réflexion où l'idéal en fait d'une économie circulaire, c'est surtout une économie où les déchets et le recyclage seraient limités et prévus vraiment comme dernier recours. Car l'objectif ici est bien d'optimiser l'utilisation des ressources. Enfin, je voulais aussi vous partager le pourquoi, au fond, de passer à cette économie d'une économie linéaire à une économie circulaire en tant qu'entreprise. Et c'est voilà le dernier slide. Merci Louise. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes confrontés à des crises, qu'elles soient énergétiques, environnementales, toute crise géopolitique que l'on connaît actuellement. Et ces crises mènent directement à des risques très concrets dans le monde économique de notre région et qui peuvent se traduire en raréfaction des ressources, en volatilité des prix, rupture des chaînes d'approvisionnement et j'en passe. On voit alors que les entreprises qui sont actives et qui mettent en place des pratiques de circularité sont plus résilientes face à tous ces risques évoqués. Et effectivement, on peut voir et percevoir l'économie circulaire comme une sorte de boîte à outils qui permet de faire face à ces risques et de les faire évoluer en opportunités. Des opportunités telles que la maîtrise et la réduction finalement de ses coûts opérationnels, la maîtrise également de ses matières premières. Cela peut permettre d'améliorer sa compétitivité sur le marché, de s'ouvrir également à de nouveaux marchés, de proposer à ses clients une offre peut-être plus en lien avec leurs valeurs, d'avoir une vue d'ensemble sur l'entièreté de sa chaîne de valeur qui est très important, ou encore de trouver des solutions à valeur ajoutée pour ses déchets. Et j'en passe. Donc, la liste est longue en termes d'opportunités. Et un dernier petit mot rapide pour revenir à cette boîte à outils donc, qui est l'économie circulaire. On voit ici aussi au milieu du slide certaines composantes de l'économie circulaire qui sont intéressantes pour arriver à ce cheminement de risque à opportunité et où les technologies numériques sont vues comme des catalyseurs donc, pour la mise en place de l'économie circulaire. Et donc, par exemple, on retrouve le circular design qui permet une réflexion plus poussée du design de son produit, qui est une étape clé. Je ne sais pas si vous le savez, mais la phase de production ne représente que 5% de l'impact environnemental d'un produit. C'est donc nécessaire de bien réfléchir à l'entièreté de la durée de vie d'un produit avant de le concevoir. Il y a également les symbioses industrielles qui permettent de mutualiser à haute valeur ajoutée. Il y a ici l'économie de la fonctionnalité qui met en valeur et qui met en avant un service plutôt qu'un produit. Et là, l'opportunité d'une maîtrise de ces matières premières est mise en avant. Et j'en passe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Circular Wallonia. Je vais le mettre dans la conversation de cette réunion. Et je vais aussi également ajouter mon adresse email. Comme ça, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me contacter directement. Voilà, merci pour votre attention. Et Louise, je te repasse la parole. Merci beaucoup, France. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à les poser en fin de séance. On y répondra avec plaisir. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Céline Parente de l'Infopôle Cluster TIC qui va nous présenter, nous illustrer plutôt le lien entre la circularité numérique avec un petit tour d'horizon des solutions et des cas d'application numériques au service de la circularité. Voilà, Céline, c'est à toi. Merci beaucoup, Louise. Bonjour à tous. Mais donc, comme l'a expliqué Louise, à mon tour, voilà, je vais vous expliquer un petit peu les solutions numériques et vous présenter certains cas d'application. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà bien conscient que la technologie joue un rôle dans la promotion de la circularité. Je ne vais pas vous réexpliquer le concept de circularité parce que France l'a très bien fait et en plus est beaucoup mieux placé finalement que moi pour le faire. Mais voici quelques façons dont la technologie peut vous aider. La technologie peut vous aider dans le suivi et la traçabilité avec, par exemple, l'IoT, la blockchain. Ces techniques, elles peuvent vraiment être utilisées pour suivre et tracer les produits tout au long de leur cycle de vie. Elle peut aussi vous aider dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, notamment en utilisant de l'intelligence artificielle, l'analyse de données. Elle peut également vous aider à optimiser votre chaîne d'approvisionnement en réduisant les gaspillages, en améliorant l'efficacité et en prévenant les pénuries de ressources. L'économie collaborative et le partage de ressources, c'est ce que peuvent aussi vous apporter les plateformes numériques en facilitant finalement la mise en relation des individus et des entreprises pour partager des ressources sous-utilisées.
Par exemple, tout simplement des applications de partage de voitures, d'espaces de travail même, ou d'autres outils permettent d'optimiser l'utilisation de vos ressources existantes et de réduire ainsi la demande de nouvelles ressources. Une autre application, ça va être par exemple l'impression 3D. La technologie de l'impression 3D, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de produire des objets sur mesure à la demande, ce qui va réduire finalement voilà, le gaspillage de matériaux. Ensuite, il y a d'autres points, évidemment, le recyclage et la récupération des matériaux, parce que vraiment, les avancées technologiques dans les procédés de recyclage et de récupération peuvent permettre de transformer les déchets en nouvelles matières premières. Par exemple, des technologies comme le tri optique, la pyrolyse et la méthanisation peuvent contribuer à la récupération des matériaux et à la production d'énergie à partir de vos déchets. Alors, un autre point qu'on abordera moins en détail, mais c'est aussi finalement la circularité, c'est aussi la sensibilisation et l'éducation, parce que les outils numériques tels que les applications mobiles, les sites web, peuvent être utilisés pour sensibiliser et éduquer les individus sur les principes de circularité et les inciter surtout à les adopter. Dans le cadre donc, de Digital for Circular, deux axes sont vraiment prioritaires. Ça va être l'optimisation des fonctionnalités et la transformation de produits en services. Et en combinant vraiment les avancées technologiques avec une approche circulaire, il est vraiment possible de réduire considérablement votre impact environnemental, de favoriser l'efficacité des ressources et de créer voilà, ce qu'on essaye tous de faire ensemble, une économie plus durable. Ensuite, la preuve que l'utilisation des technologies numériques peut vraiment agir bénéfiquement sur la circularité des entreprises. Voilà, voici les chiffres ici du Digital for Climate, la première étude qui fournit des chiffres scientifiques, des exemples concrets et des recommandations sur le potentiel des technologies numériques pour réduire vos émissions de CO2. L'étude ici d'Agoria s'est concentrée donc sur les 4 secteurs plus importants, donc l'industrie, la construction, l'énergie et la mobilité, qui englobe également la logistique. Et donc, vous pouvez voir finalement les réductions qui ont pu être effectuées grâce aux technologies. Maintenant, je vais vous apporter un éclairage avec des cas plus concrets. Oups, je me suis, excusez-moi, quoique on peut passer au slide suivant. Mais voilà, les 3 exemples ici que je vais vous présenter, c'est vraiment pour vous inspirer et vous montrer qu'il y a déjà des cas concrets où la technologie favorise la circularité. Par exemple, ici, Charlotte d'Autremont, qui est de l'Université de Liège et de B Solutions, dans le cadre de son doctorat, elle mène une recherche sur les pratiques professionnelles du BIM et en durabilité. Le BIM, c'est quoi? À mon avis, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment une méthode de travail collaborative basée sur la modélisation 3D et l'utilisation des données intelligentes pour planifier, concevoir, construire, gérer des projets de construction. Le BIM est souvent associé à la conception et à la construction de bâtiments, mais il peut être également utilisé pour soutenir les objectifs de circularité dans l'aménagement. Grégorio, d'ailleurs, qui passera par la suite de l'entreprise SIA, pourra éventuellement aussi vous en parler au moment du question-réponse parce que c'est une méthodologie qu'ils utilisent chez eux. Le BIM, comment voilà, il peut vous aider à atteindre vos objectifs en termes de circularité? Ça va vraiment être au niveau de la gestion efficace de vos ressources, l'évaluation du cycle de vie. Le BIM, par exemple, peut vous intégrer des informations sur le cycle de vie de vos matériaux et des produits, ce qui vous permet d'évaluer les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Et que ce soit au niveau voilà, du matériel en lui-même, mais on va dire du bâtiment, de la conception, voire même de la démolition. Le BIM, il peut aussi vous aider à suivre les performances du bâtiment au fil du temps et alors à ce moment-là de planifier efficacement les opérations de maintenance. Ça va vraiment vous aider de nouveau à prolonger la durée de vie des bâtiments. Et alors, autre point, la gestion des déchets de construction. En résumé, le BIM, ça facilite vraiment la planification, la conception,
la construction et la gestion durable des bâtiments en fournissant des informations précises, en optimisant l'utilisation des ressources, en évaluant le cycle de vie, en suivant les performances et en favorisant la gestion responsable des déchets. Il va vous aider à soutenir vos objectifs de circularité en réduisant notamment l'empreinte environnementale et en favorisant une utilisation plus efficace de vos ressources. Deuxième cas d'inspiration, ici, c'est le use case, la collaboration entre Dorema et Swarn. Donc, si vous voulez, Swarn a développé pour Dorema une plateforme IoT pour le monitoring et la maintenance prédictive de batteries durables et donc intelligentes. C'est un système technologique qui utilise l'IoT, donc l'Internet des objets, pour surveiller et gérer les batteries de manière durable tout au long de leur cycle de vie. Je vais vous dire brièvement les principaux aspects et fonctionnalités de ce type de plateforme. Maintenant, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas non plus à vous diriger notamment vers Swarn, qui se fera toujours un plaisir de vous répondre. Mais en gros, la plateforme, elle utilise des capteurs qui sont intégrés dans les batteries pour collecter les données en temps réel. Elle utilise aussi des algorithmes pour analyser justement les données qui ont été récoltées. La plateforme va évaluer les informations recueillies pour détecter des signes de dégradation, de dysfonctionnement. Et ça va vous permettre finalement de voir les problèmes avant qu'ils ne se produisent. La plateforme, elle favorise aussi la durabilité en surveillant la performance des batteries, en optimisant leur utilisation. Elle va aussi pouvoir vous proposer des recommandations. Et alors, évidemment, une plateforme de ce type va gérer le cycle de vie de la batterie au sens plus large. Elle va inclure le suivi de l'utilisation, des recharges, des décharges, des cycles de vie, des échanges, du recyclage, évidemment, des batteries. En utilisant une telle plateforme, Dorema a vraiment amélioré l'efficacité et la durabilité de leurs batteries. Ils ont vraiment optimisé leur utilisation, ils ont réduit les coûts de maintenance, ils prolongent leur durée de vie et contribuent du coup à la transition vers une économie plus circulaire. Alors, au niveau de la dernière inspiration, j'ai choisi plutôt de vous parler finalement de quelque chose qui était déjà fait, plutôt aussi d'une entreprise qui pourrait, par exemple, mettre en place certaines technologies pour accroître encore plus, on va dire, sa stratégie circulaire, parce qu'on connaît tous, je pense, le groupe Eloi. D'ailleurs, l'entreprise Eloi Construction fait partie des lauréats aussi du premier appel lancé en 2022. Et ici, si on prenait par exemple le cas d'Eloi Water, ils pourraient vraiment utiliser certaines technologies numériques pour soutenir leurs activités et atteindre leurs objectifs de circularité. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des exemples qui sont déjà mis en place. Il y en a d'autres qui ne le sont peut-être pas encore forcément, mais je n'ai pas de doute qu'ils sont sur cette voie. De nouveau, ils pourraient utiliser l'IoT, utiliser des capteurs, des dispositifs pour surveiller les processus du traitement de l'eau en temps réel. Ça permettrait de collecter des données sur les paramètres clés tels que la qualité, la consommation d'énergie, les performances des équipements, pour de nouveau vraiment toujours aller vers une optimisation des opérations et alors réduire les pertes. Comment pourrait-il par exemple utiliser l'intelligence artificielle? Il pourrait utiliser les technologies d'analyse de données pour exploiter les données collectées à partir de leur processus de traitement de l'eau, donc l'IoT, pour détecter les tendances, identifier les inefficacités et optimiser leurs performances et ainsi réduire la consommation des ressources. Il pourrait aussi envisager des systèmes de contrôle et d'automatisation. Cela pourrait inclure par exemple des systèmes de surveillance, de contrôle à distance. Et alors, enfin, mettre en place des plateformes numériques. Par exemple, Eloi Water pourrait utiliser des plateformes numériques pour utiliser la communication et la collaboration, par exemple, avec leurs clients et partenaires. Donc, ça pourrait on pourrait par exemple mettre en place des outils de suivi en ligne, des systèmes de gestion de données, des interfaces de commandes, etc.
Voilà, maintenant que je vous ai montré quelques exemples, par exemple, pour utiliser et surtout comment la technologie pourrait vous amener à améliorer et à mener plus loin votre stratégie en termes de circularité, il est important aussi de savoir finalement les canaux qui peuvent aussi vous permettre de trouver vos partenaires. Et pour ce faire, l'Infopôle est là pour vous. L'Infopôle, c'est le cluster du numérique et surtout un partenaire important de l'ADN, d'où notre présence aujourd'hui dans le déploiement de la stratégie Digital Wallonia. On a vraiment la capacité de faire des liens parce que on essaye vraiment finalement d'être partenaire avec l'ensemble de l'écosystème numérique. Et justement, de par notre connaissance du secteur, nous pouvons vous mettre en relation avec des partenaires actifs et expérimentés dans toutes les technologies clés. Donc ici, vous voyez les 10. Il y en a justement dont on a parlé un peu plus haut. Donc, vraiment l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'IoT. Et alors, comment faire? Et ça, je ferai comme France, je vous glisserai une petite URL dans le chat. Mais si vous cherchez un expert numérique pour justement mener à bien votre stratégie de circularité, n'hésitez pas à faire appel donc à notre outil d'appel à compétences. Il se trouve sur notre site internet, je vous le glisserai. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter. Voilà une petite photo de notre équipe, à savoir que l'Infopôle, effectivement, il n'y a pas si longtemps, il n'était encore que 2. Aujourd'hui, vous voyez, on a une belle ribambelle de collègues. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous pour trouver votre partenaire numérique. On est assez nombreux voilà, pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos sollicitations. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et je repasse la main à Louise. Merci beaucoup, Céline. Je pense que ça a été très inspirant pour les entreprises qui étaient présentes aujourd'hui. On va maintenant passer au cœur du webinaire, la présentation du fameux appel à projet pour lequel le webinaire est organisé. Je vais repartager mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien mon écran ? Je pense ça pour un oui. Moi, je ne le vois pas. Ah voilà, c'est arrivé, Louise. Je pense qu'il y a un tout petit décalage dans ta voix aussi, mais ça va sans doute se remettre en fonction de ta connexion. J'espère que ça va se réguler, oui. Ok, mais ça va, on t'entend bien. Et c'est bien affiché. Ça va. Merci. Donc, hop, maintenant, si je n'arrive pas à passer le slide. Voilà. Avant vraiment de rentrer dans toutes les modalités de l'appel à projet, à qui ça s'adresse, comment déposer une candidature, etc., j'aimerais quand même rappeler un petit peu le contexte grâce auquel on propose aujourd'hui cet appel à projet pour arriver à mieux saisir finalement les enjeux de cet appel, les ambitions de cet appel. Donc, pour rappel, ici, l'appel à projet, il est organisé dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. La stratégie Digital Wallonia, au niveau de l'ADN, on est un petit peu le catalyseur de cette stratégie. On la met en œuvre au travers de programmes structurants qui contribuent donc aux 5 ambitions que vous pouvez voir sur le slide. Et la dimension circulaire de cette stratégie Digital Wallonia, elle intervient au niveau de l'ambition innovation numérique qui vise vraiment à développer le secteur du numérique en faveur d'une économie plus résiliente, qui sait se saisir des opportunités de la transition verte et donc de la transition en économie circulaire aussi. Donc c'est vraiment grâce à cette ambition de l'innovation numérique que le programme Digital Wallonia for Circular existe aujourd'hui. Et donc, finalement, le programme Digital Wallonia for Circular, il est vraiment au croisement entre 2 stratégies qui sont Digital Wallonia et son ambition innovation numérique, dont je viens de vous parler, et la stratégie Circular Wallonia, dont France vous a parlé en introduction. Elle vous a parlé de l'importance du numérique dans cette stratégie. Et puis, en fait, le numérique dans la stratégie, il apparaît vraiment comme un levier de la transition, le levier numérique dans l'économie circulaire. Et donc, le programme Digital Wallonia for Circular, il est au croisement de ces 2 stratégies-là. C'est vraiment la rencontre entre le numérique et la circularité. Le programme Digital Wallonia for Circular, il a pour objectif de capitaliser sur les avancées technologiques numériques pour vraiment aider l'économie circulaire à se déployer sur le territoire wallon.
Quelles sont les 4 grandes actions de ce programme? Finalement, c'est de la veille technologique d'abord, essayer de mieux comprendre les liens entre cette circularité et le numérique. On a un axe de sensibilisation pour aider à faire comprendre ce lien aux entreprises, les aider à se lancer dans cette double transition. On a l'axe de l'appel à projet qui nous occupe aujourd'hui, que je vais détailler juste après. Et puis après, on a un axe aussi de la cartographie des acteurs et projets qui est porté là du côté du SPE. Oui, et donc ça j'ai oublié de le préciser, mais le programme Digital Wallonia Fort Circulaire, comme France l'a dit en intro, il est piloté aussi bien par l'ATN que par le SPE. Donc c'est vraiment un duo pour piloter ce programme. Voilà. Donc, dans cet axe d'appel à projet, on a l'appel à projet d'aujourd'hui qui s'appelle Implement IT for Circularity. Qu'est-ce que c'est cet appel à projet? Quelles sont ses ambitions? Il y a vraiment un grand principe qui sous-tend tous les principes de cet appel à projet. C'est vraiment que le numérique, finalement, c'est un outil, c'est un accélérateur de l'économie circulaire et ce n'est en rien une finalité. Et il faut vraiment garder en tête ce principe dans toutes les lignes directrices que l'on a écrites. Et donc, l'appel à projet, il a pour but finalement de faciliter l'accès aux technologies numériques aux entreprises et cela va leur donner, améliorer leur résilience, améliorer leur capacité d'innovation, améliorer la compétitivité durable, mais également réduire l'impact des activités sur l'environnement. On va notamment réduire la dépendance en matière d'approvisionnement, que ce soit en matière première et en énergie. Donc, comme je l'ai dit, on va pouvoir accélérer l'accès au marché de produits et services durables fournis par les PME technologiques. Et finalement, si on prend un peu de recul sur cet appel à projet, il va aussi nous permettre d'élaborer la stratégie numérique et circulaire de la Wallonie à plus long terme, en vraiment prenant les retours d'expérience de ce genre de projet. Voilà. Ça, c'était un peu tout le contexte. Concrètement, l'appel à projet, à qui s'adresse, de quoi on parle? Tout d'abord, ce n'est pas un dispositif de diagnostic, ça c'est important. Il s'agit d'un financement de POC, de Proof of Concept. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de démontrer l'existence d'une opportunité ou d'une faisabilité d'un système pour aboutir vraiment à un go ou un no-go à la fin du projet. Donc, on va vraiment financer des démonstrateurs individuels ou collectifs de technologies numériques qui permettent d'accélérer l'économie circulaire en Wallonie. On va favoriser des projets qui sont vraiment proches de la mise sur le marché avec des niveaux TRL de 5 à 7. Donc, TRL, c'est Technology Readiness Level. Donc, c'est vraiment de la phase de prototypage jusqu'au pilote vraiment prêt à être lancé sur le marché. Voilà, donc ça c'est le type de projet qu'on va pouvoir accepter. Sur quel secteur? Finalement, c'est réservé aux 6 plus 1 chaîne de valeur prioritaire de Circular Wallonia. Donc, comme France l'a dit en introduction, c'est la construction, les plastiques, les textiles, l'alimentation, l'eau et la métallurgie, avec en filière transversale le biobasé. Donc, il faut impérativement que le projet de POC bénéficie à une des chaînes de valeur, enfin au moins une des chaînes de valeur prioritaires de Circular Wallonia. Voilà, donc par rapport à l'appel qui avait été lancé l'année passée, ça c'est une grosse différence puisque l'appel de l'année passée, il se concentrait sur la construction, l'énergie et l'eau. Ici, on a décidé d'ouvrir à plus de secteurs, mais vraiment de donner l'accès au secteur prioritaire de Circular Wallonia. En matière de pratique circulaire, on n'a pas voulu mettre de restrictions. Ici, j'ai remis un petit peu la liste des composantes de l'économie circulaire qui sont reprises dans Circular Wallonia. Et globalement, on va pouvoir financer tous les projets qui contribuent à ces pratiques en économie circulaire. Et pareil, du côté numérique, on n'a pas voulu mettre non plus de restrictions sur quelle technologie, pourquoi. En acceptant que la technologie est vraiment porteuse pour l'économie circulaire, c'est un projet qui va permettre de développer l'économie circulaire dans une entreprise grâce au numérique, c'est recevable. Voilà, j'ai mis quelques exemples de technologies qui sont vraiment plus pertinentes pour l'économie circulaire, comme Céline l'a dit en intro, la blockchain, l'IoT, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, etc., etc. À qui ça s'adresse finalement cet appel à projet? Comment est-ce qu'on fait un dossier de candidature?
un projet, il est constitué de 2 entités. Il doit y avoir impérativement un côté bénéficiaire, donc ça va être la demande numérique. C'est l'entreprise qui va porter le projet en économie circulaire. Et de l'autre, il y a l'entité prestataire. Respectivement, ces 2 entités peuvent être composées d'un seul acteur ou de plusieurs acteurs. Donc, ça peut être des consortiums. Pour le côté bénéficiaire, donc c'est bien une entreprise privée ou un consortium d'entreprises privées qui a un projet circulaire et qui a envie de le faire monter, de tester la faisabilité d'une solution numérique dans ce projet en économie circulaire. Il faut que l'entreprise ou le consortium soit actif dans une chaîne de valeur circulaire Wallonia, être localisé en Wallonie ou au moins avoir un siège social ou un siège d'exploitation en Wallonie et disposer d'un numéro d'entreprise. Par contre, ça s'adresse à toute taille et tout niveau de maturité digitale. Il n'y a vraiment pas de prérequis à ce niveau-là. Du côté prestataire, par contre, donc ça peut être c'est l'organisme qui représente finalement l'expertise technologique qui va pouvoir apporter la dimension numérique au projet circulaire. Ça peut être, comme je l'ai dit, un prestataire unique ou un consortium, mais là, il y a moins de restrictions. Il ne doit pas nécessairement être wallon. Dans le cadre du programme Digital for Circular Wallonia, on a mis en place un pool d'experts Digital for Circular qui est finalement des prestataires numériques qui se sont engagés déjà dans des projets circulaires, qui sont sensibilisés à cette thématique-là et qui sont prêts à accompagner des entreprises circulaires dans leurs projets. Je vais vous montrer la liste juste après. Donc, vous pouvez bien sûr passer par nous pour qu'on vous mette en contact avec ce pool d'experts technologiques. Et l'autre option, c'est comme Céline l'expliquait juste avant, vous pouvez toujours faire appel à l'Infopôle, qui est un réseau, qui est vraiment le réseau des prestataires numériques en Wallonie. Voilà. Donc, je vous parlais du pool d'experts Digital for Circular Wallonia. Pour l'instant, il y a une vingtaine d'acteurs. Là, je vais m'adresser s'il y a des entreprises du numérique qui nous écoutent. Si vous voulez rentrer dans le pool d'experts Digital for Circular, il y a un formulaire en ligne qui est disponible sur Digital Wallonia. J'ai remis ici les liens en bas du slide. Bien sûr, les slides seront partagés, donc vous aurez accès à tout ça. Et sinon, en attendant, vous pouvez retrouver ça sur le site Digital Wallonia. Voilà. Concernant plus le montant et les coûts éligibles de cet appel à projet, on va pouvoir financer des projets qui vont jusqu'à on va pouvoir financer jusqu'à 75 000 € de budget pour chaque dossier unique de candidature. Donc, chaque projet pourra recevoir jusqu'à 75 000 € de budget pour un taux d'intervention de 70% maximum du projet hors TVA. Attention que c'est bien le bénéficiaire qui reçoit la subvention qui facture ensuite au prestataire. Donc, le bénéficiaire, il est soumis au règlement de la Commission européenne sur les aides de minimis qui, pour rappel, spécifique, vous pouvez recevoir maximum 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Voilà, donc cet appel à projet rentre dans le cadre aussi des aides de minimis. Concernant les catégories de frais éligibles, donc je les ai reprises ici. Vous retrouverez toutes les infos dans le Vademecum de l'appel à projet qui se trouve aussi sur Digital Wallonia. On pourra mettre le lien juste après de l'article qui reprend toutes les informations nécessaires dans le chat. Donc, les catégories de frais éligibles, c'est frais de personnel, frais de sous-traitance, de communication et d'action, frais de mission, frais de matériel informatique et de téléphonie, frais de fonctionnement et d'investissement. Voilà, pour plus de détails, je vous invite vraiment à aller voir dans le Vademecum. C'est beaucoup plus détaillé. Et petite précision aussi. Tu as coupé ton micro, Louise. J'ai eu un petit message qui me dit qu'un participant a coupé mon micro. C'est pas grave. Donc, je disais, les actions financées devront impérativement débuter en 2023 et ne pourront se prolonger au-delà de septembre 2024. Donc, les projets dureront environ une dizaine de mois, 9 à 10 mois environ. Voilà. Hop.
Concernant la sélection des projets, le comité de sélection est le même que le comité de pilotage du programme Digital Wallonia for Circular. Donc, ce sera des membres de l'agence du numérique et des membres du SPW et notamment de la cellule Circular Wallonia. Et la sélection sera notamment basée sur les critères suivants, donc contribution à l'économie circulaire, viabilité économique du projet, potentiel d'impact sur les activités de l'entreprise, réduction de l'impact environnemental notamment, faisabilité de la solution numérique, la méthodologie, savoir si cette problématique est fort représentée dans la chaîne de valeur et si les résultats sont transposables à d'autres entreprises. Voilà, il y en a d'autres. Je vous invite de nouveau à aller consulter le vademecum de l'appel à projet. Il y a vraiment tous les critères qui sont repris dedans. Voilà. On arrive sur le pratico-pratique. Comment maintenant soumettre un projet? C'est en 5 étapes, on a essayé de rendre ça le plus simple possible. On sait que c'est pas toujours facile, toutes les procédures administratives. Première étape, je l'ai passé en vue, c'est bien évidemment de consulter le vademecum. Il reprend toutes les conditions, les critères d'éligibilité, les critères de soumission, les frais éligibles. Donc vraiment, je vous invite à aller le lire avant de commencer à consolider votre projet. Il se trouve de nouveau sur Digital Wallonia, on mettra le lien tout à l'heure dans le chat. Deuxième étape, une fois que vous avez un projet qui est prêt à être mis et que vraiment vous allez déposer votre dossier de candidature, au sein du groupe d'acteurs, il faut attribuer le rôle du soumissionnaire. Donc, le soumissionnaire d'un projet, c'est l'organisation qui va être responsable de la soumission du dossier unique de candidature et qui est vraiment le promoteur principal du projet. Il ne doit pas nécessairement être le bénéficiaire du projet, le bénéficiaire de la subvention, ça peut être un prestataire. Donc, imaginons, j'ai mis quelques exemples en dessous, que le projet reprenne 4 acteurs, un prestataire et 3 bénéficiaires, par exemple, et que c'est le bénéficiaire qui a reçu le rôle de soumissionnaire. C'est lui qui va remplir tout le formulaire qui est disponible sur Digital Wallonia pour encoder tout le descriptif de l'appel à projet. C'est l'étape d'après. Mais ça peut être un prestataire ou un bénéficiaire. Vraiment, à vous de voir qui remplit quoi. Mais c'est important que la personne qui remplisse ce dossier, ça devienne aussi la personne de contact finalement. Quand on aura des questions administratives, quand on aura un suivi de projet, c'est vers cette personne de contact, vers cet organisme qu'on va se tourner. Il est important aussi de bien définir, au moment d'attribuer le rôle du soumissionnaire, de définir un titre commun pour le projet, pour que nous, on puisse après rassembler tous les dossiers de candidature ensemble, puisque une fois que le soumissionnaire a complété le dossier de candidature, donc c'est ici l'étape 3, qui n'est rempli lui qu'une seule fois par projet et qui reprend la liste des parties prenantes et la description détaillée du projet, il y aura une étape supplémentaire pour les bénéficiaires. Donc, s'il y a tiers ou que c'est le prestataire qui est soumissionnaire, il faut impérativement que tous les autres bénéficiaires remplissent le formulaire d'inscription. Donc, c'est vraiment s'encoder, mettre son numéro d'entreprise, mettre quel secteur. Voilà, c'est vraiment des données plus administratives. Mais c'est impératif pour que nous, on ait toutes les infos après pour assurer le suivi de dossier correctement. Voilà, mais donc vous pouvez passer cette étape si le projet finalement ne comporte qu'un seul bénéficiaire et que c'est ce bénéficiaire qui a rempli le dossier de candidature et qui assure donc le rôle du soumissionnaire de projet et qui aura donc déjà donné ces informations dans le dossier de candidature. Voilà, dernière étape. Pour les bénéficiaires, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel à projet il est soumis au règlement des aides de minimis. Donc, on invite tous les bénéficiaires à nous envoyer par mail une déclaration sur l'honneur de l'entreprise pour les aides de minimis qui ont déjà été octroyées et qui seront octroyées. Le template est de nouveau disponible dans l'article de l'appel à projet. J'ai mis une petite image pour être sûr que vous ayez le bon document. Mais donc, voilà. Ça se fait vraiment en 5 étapes. Si je reviens au schéma de base, on a la lecture du vademecum, la désignation des rôles pour désigner un soumissionnaire, la remise du dossier de candidature par le soumissionnaire,
Ensuite, pour les bénéficiaires, et si le soumissionnaire est un prestataire ou s'il y a plusieurs bénéficiaires, chaque bénéficiaire doit remplir le formulaire d'inscription. Et puis, dernière étape, envoyer par mail la déclaration sur l'honneur pour les aides de minuit à l'adresse digital-for-circular-adn.be. Voilà. Pour les modalités, l'appel à projet est ouvert depuis la semaine dernière ou la semaine avant déjà, et sera ouvert jusqu'au 15 septembre 2023. Donc, il faut impérativement que vous finissiez votre dossier de candidature, que nous ayons reçu tous les documents administratifs et que la procédure soit complète avant 15 septembre 2023, qui est la date de clôture de l'appel à projet. Et si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide aussi à trouver un prestataire, par exemple, pour vous accompagner, il y a un seul point de contact pour toutes vos questions, c'est l'adresse digital-for-circular-wallonia@adn.be. Cette adresse mail, elle est gérée par le comité de pilotage de Digital Wallonia for Circular. Donc, aussi bien le SPW que l'ADN y aura accès. Et donc, en fonction de la nature de la demande, si c'est plus administratif, ça ira peut-être plus du côté SPW. Si c'est plus du côté numérique, ça viendra du côté ADN. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cette adresse mail-là. Voilà. Avant de conclure ici, je voulais juste dire un petit mot sur la première édition, avant de passer la parole aux lauréats qui ont été sélectionnés l'année passée. Donc l'année passée, il y a eu une dizaine de projets environ qui ont été remis à l'appel à projet. On a sélectionné 6 projets lauréats. Comme j'ai dit, c'était basé sur 3 secteurs, en particulier la construction, l'eau et l'énergie. Donc forcément, les projets sélectionnés contribuent à ces secteurs-là. Ici, on va avoir 2 témoignages. Le premier, ça va être Grégorio Sora de SIA Architecte, qui va nous présenter le projet qui a été remis. À savoir que les projets sont encore en cours, qui vont être clôturés seulement au mois de septembre. Donc voilà, ils ne vont pas présenter des projets finalisés. C'est surtout un retour d'expérience sur le dispositif. Et puis ensuite, on aura donc Pierre-Henri Grèce de Flexi d'Enerly qui nous fera aussi son retour d'expérience. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répondra juste après. Et puis, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit mail si vous avez encore des questions. Je vais passer maintenant la parole à Grégorio Sora de SIA Architecte. Hop. Pour présenter Usit. Bonjour à tous. Je vais voir, j'ai demandé les contrôles, oui. Oui, j'ai accepté. Voilà. Je regarde. Voilà. Donc, je suis Grégory Sora, je viens de SIA Architecte. Je vais vous présenter le projet qui est en cours maintenant, qui s'appelle Usit. Donc, ici, pour contextualiser, l'équipe de Usit, c'est SIA Architecte, c'est comme Louise vient d'expliquer, nous on est les bénéficiaires du projet, et Unoya Studio, c'est le prestataire de service. On a monté le projet ensemble parce que bon, on croyait tous les deux dans l'objectif du projet. On a créé vraiment tous les documents ensemble. Là, qu'est-ce que c'est Usit? Donc, Usit, à la fin, c'est un outil qui devient une numérisation du processus d'inventaire du bâtiment et qui essaie de mettre les éléments réutilisables sur un portail en ligne. Et à la fin, l'enjeu, c'est de promouvoir la mise en œuvre de l'économie circulaire dans la construction. Si je viens un peu de contexte d'où vient-on, Usit, il est né dans un écosystème qui a été lancé à Bruxelles par Co-Building, dans lequel on a travaillé avec différentes entreprises de différents types, donc BNP Paribas Fortis, BFIMO, CFE, Juno, c'est une autre entreprise de murs circulaires. Et là, on a essayé de trouver une problématique dans la circularité dans les bâtiments et on a juste lancé des idées et des prototypes. Et à la fin, SIA Architecte a continué cette vision de solution à cette problématique, avec toujours en gardant le contact avec les potentiels clients du futur, et on a continué le projet avec Unoya. Donc, la continuation, la suite du projet, c'était avec ça bug, voilà.
C'était avec Circula Wallonia. Donc ici, la problématique qu'on a trouvée, c'était on arrivait toujours au même endroit. On veut faire de la circularité, mais on n'a pas de données. Et c'est toujours le même problème que quand on fait des inventaires, soit pour une démolition, pour réutilisation d'un bâtiment, pour numérisation d'un bâtiment. Tous les inventaires passent toujours d'un cahier des notes, des photos avec le GSM, ok. Et puis un codage sur un fichier Excel de tout ce qu'on a pris sur place, et puis un envoi d'un PDF ou d'un fichier Excel par mail aux intervenants, et il n'y a pas de mise à jour en temps réel de toutes les données qu'on a récoltées. Donc, nous, l'idée là, c'était vraiment de simplifier ce processus-là et créer vraiment un one step. Donc, c'est juste avoir un outil simple avec un dispositif, donc tablette ou GSM, et pouvoir faire l'inventaire directement et le partager avec les intervenants en temps réel et pouvoir modifier les données en temps réel sans devoir envoyer des mails, avoir des paires d'informations et multiplier les processus, les allers-retours. Et ça, c'était une base qu'on n'a pas mis dans ce projet-ci parce que c'est plus complexe. C'était une base pour lier ces données que nous on allait récolter avec la partie logistique, qui est un autre gros problème qui touche la circularité de le bâtiment. Donc, maintenant, comme j'ai juste 5 minutes, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc ici, c'est le projet, à la fin, c'est une application mobile qui est connectée à une plateforme. Et on a commencé, donc ça c'est déjà l'application qui fonctionne. Elle n'est pas ouverte, on ne peut pas la télécharger pour le moment. Juste on fait des workshops. Mais là, ici, vous voyez là, on crée des projets, on essaie de simplifier l'outil au maximum. Ça, c'est l'écran d'accueil du produit. Et ici, la partie plus problématique, on va dire, c'est quelles sont les données, quelles données on met quand on fait un codage d'un matériau, pas un matériau, nous on l'appelle plutôt un article ou un élément. Et en fait, là, on a fait beaucoup d'interviews à différents acteurs pour voir quel est le plus indispensable pour encoder quelque chose et qu'à partir de ça, on puisse décider si on enrichit l'information parce que c'est quelque chose qui va être intéressant ou partagé ou donné ou vendu, ou on n'enrichit pas l'information, c'est juste quelque chose qu'on a encodé, donc on peut le lister pour d'autres usages qui ne sont pas le circulaire. Donc là, la première chose qu'on a décidé, c'était que les photos sont importantes, donc on peut faire une première couche des photos quand on veut encoder un produit. On a les photos et la deuxième partie, la deuxième couche, c'est l'information essentielle. Donc c'est zonifié, il faut localiser. Donc ça, nous, on a donné comme une espèce de cadre dans lequel on peut définir en fonction d'un système de classification du bâtiment IFC, donc c'est lié au BIM. On a mis ce système-là qui part de bâtiments, étages et zones. Et comme ça, on peut créer différents types de structures qui est ouvert à tout type de bâtiments qu'on peut trouver. Donc, c'est la personne là, qui prend l'outil et qui crée la méthodologie à mettre en place pour encoder l'inventaire. Et là, on a décidé juste de garder les noms, la zone, la catégorie. La catégorie, on s'est basé aussi sur la catégorie de classification de BIM, OpenBIM, qui est le fichier les classifications IFC. Et puis, des quantitatifs, on a mis aussi parce que quand on fait de réutilisation de carrelage, peut-être il y a une partie qui ne sera pas utilisable ou réutilisable. Donc là, on met des pourcentages qui calculent automatiquement le quantitatif. Et puis, on a une troisième couche qui on pourrait dire qu'il y a une personne qui analyse le premier encodage, puis après il va dire OK, ça m'intéresse, donc allez prendre plus de mesures. Il y a quelqu'un, un expert qui va y aller et qui va commencer à analyser un peu plus les données et qui va mettre aussi une des données importantes, c'était la disponibilité du produit. Parce que ça crée beaucoup de problèmes de timing entre si le produit est disponible maintenant ou il est disponible dans un mois. Ça peut faire qu'il n'y a pas un achat ou il n'y a pas une réutilisation à cause de ce décalage au niveau du timing. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante aussi dans l'encodage de l'inventaire. Alors, puis on continue ici. Donc,
on est en train de faire des workshops et des tests avec des entreprises, même à l'interne ici chez nous. Et maintenant, notre idée, c'était, à la fin, c'était de créer un outil simple, mais qui puisse interopérer avec d'autres choses et d'autres logiciels ou d'autres méthodologies qui sont aussi en cours dans la construction. Donc, une des choses, c'est pouvoir exporter dans un format Excel simple qui puisse être importé dans Totem pour, dans un moment donné, pouvoir analyser le bilan carbone de tout ce qu'on va réutiliser et qu'on a encodé sur UseIt. Avoir aussi un lien de pouvoir réencoder les informations de UseIt dans une maquette numérique, soit dans Revit ou d'autres logiciels. On a mis Revit parce que c'est celui qu'on utilise nous. Ou à l'inverse, pouvoir avoir des informations dans Revit ou dans un autre logiciel ou un fichier exporté IFC et les exporter, les encoder dans UseIt automatiquement pour pouvoir faire la mise en partage avec d'autres acteurs qui n'ont pas besoin peut-être de rentrer dans une maquette numérique qui est une méthodologie plus complexe. Et en même temps, ça, voir où on va et comment mettre en place un marketplace. Parce qu'à la fin, la circularité, ça doit bouger, donc encoder les choses, c'est pas suffisant. Il faut trouver un moyen de que ça s'efface dans la vie réelle, que ça y a quelqu'un qui vient chercher soit une donation, soit une vente. Et là, on a d'autres enjeux on verra par la suite comment on résout ça. Mais il y a les enjeux des procurations, tout ce qui est fiscalité, comment on peut résoudre ces problématiques juste avec un échange. Peut-être qu'il y a le blockchain qui va rentrer là-dessus. Mais ça, c'est la question qu'on va se poser sur la deuxième phase. Pour le moment, c'est l'outil, c'est voir comment on peut exporter les données, importer les données, et que tous les différents acteurs, les différents acteurs du bâtiment puissent l'exploiter à leur façon. Parce que c'est pas la même chose pour un entrepreneur qui va faire une démolition, pour un architecte qui va faire juste un état de lieu ou un propriétaire de bureau qui veut juste se débarrasser des tables et des chaises. Donc, il y a des méthodologies différentes qui se mettent en place. Et nous, l'intérêt ici de cet outil-là, c'est qu'il puisse être valable pour tous. Et je ne sais pas si je suis dans les temps, mais je suis fini. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je laisse la parole au deuxième lauréat. Merci Grégory. Et il reste 5 minutes à la réunion, donc si on pouvait essayer d'accélérer un petit peu, comme ça on a encore le temps pour quelques petites questions-réponses. Voilà. Merci. Pierre-Henri, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran également. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Pas d'accord. On ne le voit pas. On vous entend, mais on ne voit pas. Ça devrait être bon. Voilà. Super. Bonjour à tous. Pierre-Henri Grèce, je suis fondateur de Flexside Energy. Ici, on a travaillé sur un projet dans un tout autre domaine, donc c'est chouette. Enfin, je pense une des premières caractéristiques de cet appel à projet, c'est que c'est ouvert à la créativité. Je veux dire, c'est pas les lignes, je veux dire, ne sont pas figées. Il y a une grande flexibilité. Donc, moi, je suis fondateur de Flexside Energy. Nous, globalement, on offre des services et solutions pour optimiser des projets de ressources distribuées, je veux dire principalement batterie, mobilité électrique et cogénération. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour optimiser ça économiquement sur l'augmentation d'autoconsommation d'énergie renouvelable, mais également les marchés d'énergie, c'est-à-dire optimiser ça sur l'autoconsommation sur site, mais également absorber certaines fois les surplus de production éolienne en mer du Nord ou réinjecter l'énergie lorsqu'il y a trop peu d'énergie sur le réseau, donc en temps réel. Donc ça, c'est vraiment de notre côté notre spécificité. Et nous, on agit dans ce projet comme prestataire pour Rouge Luxe. Rouge Luxe, qui était donc déjà en fait un de nos clients. Donc Rouge Luxe, eux, ils ont donc c'est un site totalement intégré au niveau économie circulaire qui existe à Tertre, en province de Luxembourg, où ils ont 1,5 MW de
moteur de cogénération biogaz. Donc, globalement, ils prennent des déchets alimentaires, ils font, entre guillemets, pourrir ça dans des grands digesteurs. Ça produit du biogaz. Ce biogaz passe dans des moteurs qui font de l'électricité et la chaleur dégagée pour le moteur est récupérée pour les besoins du site. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'eux ont également construit une serre à tomates de plus d'1 hectare. Donc, ça, c'est la construction. Maintenant, elle est opérationnelle dans le cadre du projet ici. Et globalement, l'électricité, l'écogène, sert à alimenter des LED qui permettent donc, dans la culture de tomates, d'éclairer les tomates lorsqu'il n'y a tout simplement pas de soleil, en hiver ou en automne. L'électricité sert aussi, je veux dire, à l'ensemble du site, l'excédent injecté sur le réseau. La chaleur sert à chauffer la serre à tomates et le CO2 des moteurs sert à faire la photosynthèse. Donc, on est vraiment dans un super projet intégré d'économie circulaire. On a déjà eu l'occasion de travailler sur la partie cogénération. Et là, on avait vraiment une vision qu'on voulait développer. Donc, globalement, pour le moment, les moteurs de cogénération, ils ne sont pas toujours en production, en adéquation avec les besoins soit du site, soit du réseau belge. On avait investigué l'utilisation d'une batterie et ce qu'on a fait en fait ici dans le cadre de ce projet, c'est de se dire, en fait, pourquoi utiliser une batterie si on peut utiliser les solutions de stockage alternatives qui existent déjà. Donc, ce biogaz, je veux dire, est stocké dans des grands digesteurs. On a en fait des stockages de gaz qui sont existants et donc qui peuvent permettre de moduler les moteurs. On a aussi ce qu'on appelle le stockage lumineux, c'est-à-dire que les LED qui sont installés donc, pour la culture des tomates ne sont finalement, on les allume rarement en permanence. Donc, souvent, on a besoin d'1 heure par jour ou 3 heures par jour d'éclairage. Donc, on a la possibilité de vraiment moduler cet éclairage. Donc, ici, c'est un proof of concept d'une plateforme Energy Digital Twin. Donc, ça, nous, c'est une solution qu'on a déjà en interne, qu'on adapte vraiment. Donc, c'est des algorithmes qu'on a déjà en interne, mais qu'on adapte ici pour optimiser en fait ce stockage gratuit, sans déchets, pour voir en fait c'est ce qu'on peut arriver avec cette optimisation opérationnelle sous contrainte. Donc, l'aspect numérique et intelligence artificielle et optimisation est assez important dans ce cas-ci, je veux dire, changer un peu le profil, que ce soit pour les besoins du site ou pour offrir des services de stabilisation au réseau d'électricité. Donc ça, c'est vraiment le projet, partie intelligence artificielle, partie compréhension des contraintes et besoins du site, et j'ai envie de dire partie logique, je veux dire intelligence artificielle, optimisation. On a basé ça sur une solution open source qu'on a déjà utilisée pour d'autres applicatifs, qui est interfacée maintenant avec le site. Je veux dire, ce qu'on appelle le digital twin, donc le jumeau numérique du site qui a été construit à prix de données historiques. Maintenant, on est en train, sur base des données live, de, je veux dire, fine-tuner, on va dire, l'apprentissage et le fonctionnement de ces algorithmes. Donc ça, c'est un peu la phase où on est actuellement, c'est où on arrive finalement en phase de testing sur base de données live. Les résultats sont assez concluants, pour être franc. Et donc, voilà, je veux dire, pour le mois de septembre, on aura clôturé cette période de test. Et là, clairement, le but, c'est de passer, entre guillemets, plus en production, donc fiabiliser un produit qui va pouvoir rester et opérer le site pendant plusieurs années et également développer ça. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le projet. Alors, je tenais également à donner un petit mot sur notre feedback par rapport à, je veux dire, ici, la collaboration. Donc, collaboration, donc nous, on agit comme prestataire avec Rouge Luxe, qui est notre bénéficiaire. D'un côté, c'était assez simple, c'est déjà un client, donc on a eu facile de monter un dossier ensemble, vu qu'on avait cette vision commune. Les points forts, je veux dire, de la collaboration qu'on a eue ici, mais j'ai envie de dire également avec l'Agence du numérique, parce qu'on a eu l'occasion déjà de collaborer sur d'autres projets d'intelligence artificielle avec l'Agence du numérique, c'est par rapport à certains appels à projets, c'est administrativement beaucoup moins lourd. Donc, on envoie un dossier. Ce dossier,
c'est également très flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre préétabli, donc on peut venir avec... C'est un peu troublant parce qu'on ne sait pas toujours exactement comment orienter notre projet, mais d'un autre côté, ici, dans notre cas, on a mis exactement ce qu'on voulait faire. Et voilà, il y a une partie créativité qui est très, très peu bridée. Donc, c'est light, c'est, je veux dire, flexible. Et alors, nous, on avait Renaud Delay comme je veux dire, interlocuteur qui était vraiment toujours très réactif. Donc, voilà. Donc, ça, je veux dire, on a une très bonne expérience. Le projet a permis aussi d'engager quelqu'un, pour être franc, chez nous, une personne supplémentaire. Et alors, si j'ai envie de dire, au niveau de ce projet, ce qu'il faut faire attention, c'est que nous, en fait, 9 mois, c'est long et court à la fois. Quand on commence le projet, on définit les exigences. Et alors, nous, je veux dire, le challenge principal, ça a été que on a eu affaire en fait à une multitude de sous-traitants informatiques, automation, cybersécurité sur site, et coordonner l'ensemble, plus obtenir le matériel hardware s'il y a un petit changement, ça prend déjà une bonne partie du temps du projet. Donc c'est vraiment, pour moi, au niveau du planning et de la préparation, c'est très important d'avoir, je pense, de préparer un peu à l'avance, je veux dire, tout ce qui pourrait, bien identifier ce qui pourrait retarder le projet. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Je vous remercie. Et je remercie l'Agence du numérique aussi. Merci beaucoup pour ces 2 témoignages très inspirants. J'espère que ça a pu être inspirant justement pour les entreprises qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, on a un petit peu dépassé sur le temps prévu, mais c'est pas grave, je vois que tout le monde, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui sont parties. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à activer votre caméra, votre micro. Nous sommes là pour répondre aux questions. Et si vous préférez envoyer un mail plus tard, vous pouvez toujours le joindre à digitalforcircularwallonia@adn.be. Bonjour. Je voulais Bonjour. poser une question. Merci d'abord pour les explications qui sont très claires, mais je voulais être sûr d'avoir bien compris un élément. Donc, on est une société, on développe des logiciels pour l'économie circulaire. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, présenter un projet où on a 2-3 clients, en fait, qui sont les bénéficiaires et nous sommes le prestataire? Et donc, ça veut dire que nous pourrions soumettre, comme je sais être le soumissionnaire, hein, soumettre et s'occuper du projet. Et en fait, les subsides vont à qui? Ils vont dans ce cas aux prestataires ou ils vont aux bénéficiaires? Ça, c'était... Je ne vous entends pas. Vous êtes sous mute, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Maintenant, je vous entends. Donc, je disais, oui, c'est tout à fait le genre de projet qui est recevable. Un prestataire, 3 bénéficiaires. Et la subvention va bien au bénéficiaire qui, lui, facture le prestataire. Mais donc, c'est le bénéficiaire qui est soumis aux aides de minimis, etc. Puisque nous, les arrêtés, etc., ce sera directement conclu avec les bénéficiaires. D'accord. OK. Et donc, les bénéficiaires doivent prendre en charge 30% des coûts, alors? Oui, et la TVA. Et la TVA aussi, ouais, qui récupère dans ce cas-ci. OK, merci beaucoup, c'est bien clair, merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Donc, l'an dernier, il y avait explicitement l'énergie, justement, je veux dire, dans les 3 axes de projet. Et donc, ici, est-ce que l'énergie, est-ce que des projets impliquant, enfin, l'énergie, ça peut aussi être vu comme quelque chose de transversal qui touche un peu tous les domaines. Est-ce que l'énergie appliquée à un des axes thématiques est quelque chose qui est accepté, ou c'est un peu comprendre en fait votre vision à ce niveau-là? Oui, tout à fait. En fait, l'année passée, l'énergie, elle était là un petit peu, c'est une des composantes de la chaîne de valeur métallurgie, et donc on avait mis cette thématique-là en avant, mais bien sûr, elle fait toujours partie des thématiques recevables. Ok, ça va, super, merci. D'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions, mais je propose de conclure ici ce webinaire. Un tout grand merci. Ah, si, je vois une question de Céline. Vas-y, Céline. Non, excuse-moi, ça va, tu avais répondu, il n'y a pas de souci.
Ok, parfait. Donc, déjà un tout grand merci aux orateurs, un tout grand merci aux participants qui ont suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter. Donc, je crois qu'il y a eu des échanges de contacts dans le chat qui sera normalement toujours accessible après la fin de la réunion. Et voilà, on vous enverra aussi toutes les présentations par mail dans le courant de la semaine prochaine, à mon avis. Et voilà, j'espère que vous allez déposer des dossiers de candidature. Je suis curieuse de voir les dossiers qui vont être déposés. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit puisqu'on est sur le temps de midi. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Bon Au Au revoir. revoir. Louise, Merci, au revoir. Oui, Laetitia.